pense qu'on peut commencer tout de suite. De toute façon, cette présentation va être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur l'optimisation de la fonction de trésorerie par la technologie. Mon nom est Jean-Michel Parizeau. Je suis conseiller stratégique en trésorerie dans l'équipe de RCGT. Nous avons une spécialité au niveau de la trésorerie, que ce soit autant au niveau corporatif qu'au niveau municipal. Si vous avez des questions, on va garder ça pour la fin. Vous pouvez, tout au cours du webinaire, vous pouvez déposer vos questions dans le chat. J'ai Louis-Étienne Bérubé qui va être là puis qui va regarder les différentes questions. Puis, à la fin de la présentation, on va adresser ces questions-là en temps et temps. Ce que nous voulons accomplir aujourd'hui, il y a quand même 3 objectifs. C'est bon, le premier, c'est mieux comprendre pourquoi tant d'organisations investissent en technologie afin d'optimiser leurs opérations de trésorerie. Le deuxième, effectuer un survol des processus clés et comment ils sont impactés par un système de trésorerie. Puis vous allez m'entendre souvent dire TMS ou Treasury Management System, donc un système de trésorerie vraiment pour nos opérations. Puis après ça, le troisième objectif, quand même, c'est de vous présenter rapidement la solution technologique en gestion de trésorerie que l'on a développée particulièrement pour le secteur municipal et qui vient un peu de notre historique que l'on a développé ce système de trésorerie-là pour le corporatif. Donc, pourquoi tant d'organisations investissent en technologie? Ici, on est vraiment, il y a puis là, on est vraiment dans les organisations dans un sens général, mais j'imagine que vous allez vous retrouver également dans ces descriptifs. Les problématiques typiques dont on parle, c'est les méthodes de paiement inefficaces. On parle du chèque, il y a encore beaucoup de chèques qui sont émis en Amérique du Nord, ou les manques de contrôle. Excel est roi. Si vous commencez vos Excel, puis vous démarrez votre système Excel et que les lumières baissent derrière vous, c'est peut-être temps d'investir dans une technologie qui est un peu plus robuste. La complexité résultant d'un environnement multi-entité, multi-banque, ça également, souvent une problématique typique d'avoir plusieurs comptes bancaires, d'avoir plusieurs institutions financières, d'avoir plusieurs entités au sein d'un même groupe. Manque de visibilité sur les soldes bancaires, sur les prévisions. Puis le dernier, vraiment, vecteur qui est problématique que l'on voit, c'est peu de connectivité, peu d'intégration entre les différents systèmes technologiques, ce qui est souvent fait, en fin de compte, d'un point de vue manuel. Ce qu'on va aller chercher, l'objectif qu'on vient chercher avec un investissement en technologie, c'est vraiment, souvent, on peut aller avec les vecteurs de contrôle accru, gain de temps, puis productivité améliorée. Et ça passe par, effectivement, la centralisation, la rationalisation, puis l'optimisation des différents processus. D'un point de vue secteur municipal, qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les exemples de bénéfices qu'on a vus en implantant un système de trésorerie ou un TMS? L'automatisation des processus. Pour nous, ça a été vraiment, ça c'est un des gros éléments, c'est la génération ou la création d'entrées comptables automatisées. Le deuxième point que vous voyez aussi sur la liste, c'est la réconciliation des chèques. Je viens de le mentionner, on a encore beaucoup de chèques qui sont émis. La réconciliation de ces chèques-là peut se faire automatiquement dans les systèmes. Après ça, il y a la numérisation puis la réconciliation des avis de dépôt. J'imagine que vous êtes tous, vous recevez certains montants de subventions du gouvernement. Malheureusement, les montants qui sont envoyés, des fois, on va recevoir un avis de dépôt qui va avoir plusieurs subventions à l'intérieur. On ne sait pas exactement, à moins de regarder l'avis de dépôt, on voit juste un montant dans notre état de compte. Venir réconcilier cette information-là devient très difficile. D'un point de vue visibilité bancaire, les bénéfices que l'on voit, c'est la récupération automatisée des états de compte. Donc, tous les matins, on va venir récupérer ou le système va venir récupérer directement de la banque
l'état de compte de la veille. On voit aussi l'intégration au niveau de comment je peux réconcilier mon encaisse. Donc, je viens de récupérer mon état de compte, puis je viens comparer ça à mes prévisions. Qu'est-ce que j'avais comme prévision dans le système? Le registre des investissements à court terme. Si je laisse un peu d'argent dans un compte à revenu élevé, comment est-ce que je viens avoir la visibilité, mais aussi comment je viens générer des entrées comptables qui vont avec. Toute la section de la gestion des emprunts. Évidemment, ici, là, on vient avoir un registre complet des dettes, des emprunts, par CDR, par règlement d'emprunt. Ce que ça nous permet, c'est d'avoir un accès à l'ensemble de l'information, mais de point de vue très, très détaillé. Le dernier point au niveau de la gestion des emprunts, c'est aussi de faciliter, de générer des scénarios de financement, d'endettement, le budget, de pouvoir venir consolider toute cette information-là dans un seul système. Rapport de gestion, autre point, autre exemple de bénéfice que l'on a vu dans le secteur municipal, c'est faciliter et automatiser la production de plusieurs rapports et également de permettre aussi de créer des rapports de variance. Donc, réel versus prévision, prévision versus prévision. Donc, quand votre budget change, quand votre prévision change, comment est-ce que je peux venir comparer puis venir expliquer la différence entre deux chiffres ou que ça soit aussi au niveau du réel. J'ai reçu moins de revenus versus ce que je m'attendais. Et ainsi où j'ai plusieurs gros projets et ces projets-là tardent à partir. Donc, en fin de compte, je n'ai pas les sorties de fonds que je m'attendais au fur et à mesure dans le timing de mon année. Donc, c'est dernier point, dernier élément au niveau des bénéfices, vraiment au niveau des paiements, standardisation des processus d'approbation, gestion des informations bancaires fournisseurs. Il y a plusieurs de nos clients qui sont moins à l'aise d'avoir l'information de leurs suppliers ou de leurs payables, l'information bancaire dans leur système comptable, qui est peut-être moins contrôlé, qui est moins sécure. Puis, bon, ben, tout le côté digitalisation des factures, la piste d'audit sur l'ensemble des paiements est un vecteur qui est très important là, au niveau des bénéfices dans le secteur municipal. Quand on regarde la technologie en gestion de la trésorerie, ici, je vous présente un peu rapidement les meilleures pratiques que l'on voit, puis je ne passerai pas à travers cette slide-là, mais le point qu'on a identifié, c'est que la majorité des grandes entreprises, des grandes villes, ont un système de trésorerie dédié à leurs opérations. Puis c'est ça qui nous a fait penser à nous dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut faire bénéficier à des entreprises de moindre taille ou des municipalités de moindre taille qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un système de trésorerie complet, comment on peut repackager cette solution-là pour leur donner accès à un système de trésorerie performant. Et c'est comme ça qu'on a développé la solution de trésorerie pour le secteur municipal. Vous allez m'entendre parler de STEP également, où là, on vient vraiment s'asseoir sur 3 vecteurs. On vient gérer l'encaisse. Donc, comment on vient chercher la visibilité sur l'encaisse, comment on vient créer des prévisions d'encaisse dans le système, puis comment on vient générer les entrées comptables. Ça, c'est tout dans le côté gestion de l'encaisse. Après ça, on a l'autre côté qui est la solution de paiement. Donc, d'avoir une plateforme centralisée où on passe l'ensemble des paiements à travers cette plateforme-là. L'intégration avec le système comptable, extrêmement important pour justement avoir système à système. C'est là où on veut voir des méthodes d'intégration, que ce soit par fichier ou par API, mais on veut avoir une intégration la moins manuelle possible. Puis évidemment, la prévention de la fraude, surtout au niveau des paiements, c'est quelque chose que l'on a vu, que ce soit au niveau des chèques ou au niveau des paiements, des changements,
des changements de compte bancaire, de coordonnées, etc. Puis s'assurer d'avoir les contrôles pour gérer ce côté-là. Et en plein centre, puis ça, c'est quelque chose qui est très distinct des autres, de la solution qu'on a déjà développée au niveau des corporations, mais qu'on est venu ajouter pour le secteur municipal, c'est tout ce qui est la gestion de la dette et du budget. Donc, s'assurer d'avoir un registre des emprunts complets, des subventions également, ce que ça nous permet, en fin de compte, d'avoir ce portefeuille d'emprunts puis de subventions, c'est qu'on a tout le détail dans le système et on peut venir réconcilier à ce moment-là automatiquement avec le réel, avec la gestion d'encaisse que l'on a. On vient concilier le réel et les prévisions. Puis, bon, ben, avoir un outil qui nous permet de regarder différents scénarios budgétaires et l'impact que ça a sur la dette. Ça, c'est la solution qu'on a déployée, qu'on a développée pour le secteur municipal. Elle est basée, puis vous voyez le mot Keriba, c'est un système infonuagique de pointe qui est avec plus de 2500 clients à travers le monde, dont probablement une vingtaine, trentaine au Québec, incluant par exemple la Caisse de dépôt, Industrielle Alliance, etc. Donc, encore là, des grandes organisations auxquelles on s'est dit, ben, nous, il faut qu'on arrive à packager quelque chose avec Keriba. C'est le même accès, c'est la même plateforme. Ceci étant, on l'a packagé pour l'amener aux municipalités, peut-être de moindre taille et des organisations de moindre taille. En le packageant comme ça, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de faire une implémentation extrêmement rapidement qui requiert très peu l'implication des secteurs de TI. Peut-être que vous avez un secteur de TI qui est très disponible, qui a beaucoup de temps puis pour vous, etc. Mais par notre expérience, c'est plus l'inverse qu'on a réalisé où, en fin de compte, les TI sont très sollicités et de pouvoir avoir une solution comme ça qui requiert très peu de TI, c'est très vendeur. Rapidement, on va passer à travers les différents processus clés de la trésorerie, puis je vais juste commencer par un peu l'architecture globale de cette solution. C'est que vous voyez qu'on a installé le système de trésorerie en plein milieu de la page, et c'est elle qui vient vraiment, ça va devenir un point de jonction et d'intégration. Donc, on va se connecter, le système de trésorerie va venir se connecter à l'ensemble de vos partenaires bancaires, vous en ayez un ou quatre. Donc, on vient éliminer, en fin de compte, le besoin d'avoir des plateformes bancaires avec la Banque nationale ou avec Desjardins, etc. Parce qu'on va venir créer ce lien-là, SFTP, où on va venir chercher les états de compte tous les matins automatiquement dans le système de trésorerie. À partir d'avoir l'état de compte, là, on est capable d'identifier certaines transactions et de pouvoir générer des entrées comptables qu'on va pousser vers notre système comptable. Autre aspect, quand vous pensez, par exemple, paiement, au niveau des payables, vous allez souvent avoir vos payables dans votre système comptable. On va venir les extraire et les amener dans le système de trésorerie qui, lui, on va pouvoir venir appliquer certains contrôles, et après ça, envoyer l'information à la banque pour traitement pour que le paiement se fasse. Le troisième point, en lien entre le système comptable et le système de trésorerie, il y a également tout ce qui est les données prévisionnelles, ce que l'on s'attend à recevoir, ce que l'on attend à payer. En fin de compte, là, on va venir l'intégrer dans le système pour que le système puisse avoir l'ensemble de l'information au niveau des prévisions de cash. Puis le dernier point, on va venir
Vous voyez, l'avis de dépôt, par exemple, on a un petit robot ici qu'on a développé pour le secteur municipal, de par le fait qu'on se retrouve avec souvent une problématique que le gouvernement nous envoie juste un PDF avec les différents avis de dépôt. Ce que ça va nous permettre, l'objectif ici, c'est vraiment qu'on ait toute l'information dans le système de trésorerie, puis qu'on puisse communiquer avec nos partenaires bancaires, avec notre système comptable. Puis, par exemple, tout ce qui est subvention, dette, etc., va résider à même le système de trésorerie. Ce qui va nous permettre, après ça, de pouvoir venir réconcilier les avis de dépôt de façon automatique. Justement, on a une petite vidéo qui fait juste un petit survol sur qu'est-ce qui a été fait au niveau des avis de dépôt et comment on les traite. Bienvenue à cette démonstration portant sur notre outil de traitement des avis de dépôt. J'aimerais tout d'abord faire un bref retour sur les problèmes qui ont été identifiés en lien avec l'envoi de ces documents par le gouvernement vers les municipalités. Dans un premier temps, les documents sont envoyés par courriel et sont identifiés et traités manuellement par un ou plusieurs employés des villes. Deuxièmement, le gouvernement envoie ses avis de dépôt sous format PDF, ce qui force une intervention humaine pour enregistrer et organiser les données dans un document qui va venir centraliser l'information. On a vu par le passé que certaines villes utilisaient un document Excel pour effectivement centraliser l'ensemble des avis de dépôt qui seraient rentrés dans une période. Troisièmement, dans le cas de subventions, par expérience, on a remarqué que certains ministères incluent plusieurs types de subventions dans un seul et même avis de dépôt. Cela a pour effet de complexifier grandement la réconciliation et c'est la raison pour laquelle ce document doit être rapidement accessible et facilement identifiable pour les gens qui recherchent un document en particulier. Je tiens à préciser que l'outil qui vous sera présenté aujourd'hui peut être réadapté pour traiter automatiquement d'autres types de documents et ce n'est pas restreint uniquement au traitement des avis de dépôt. Donc, je débute cette présentation en vous montrant un exemple d'un avis de dépôt qui aurait été reçu par courriel. En soi, le processus va être déclenché suite à la réception d'un courriel qui contient une pièce jointe. Une pièce jointe qui est reconnue comme étant un avis de dépôt. Le document joint au courriel sera analysé par un logiciel de reconnaissance de caractère qui a été spécifiquement entraîné pour le format de l'avis de dépôt. L'information sera par la suite enregistrée dans une base de données afin de recueillir et structurer l'ensemble des détails contenus dans le document. Finalement, l'outil de visualisation de données sera mis à jour afin de rendre accessibles les nouvelles informations. Vous pouvez apercevoir à l'écran l'outil de visualisation en question. Je débute cette démonstration en vous montrant la vue sommarisée. Cette vue vous permet de visualiser à l'aide de graphiques la quantité de documents traités par jour ainsi que leur provenance. Dans l'onglet Liste des avis de dépôt, l'utilisateur aura accès à une liste complète des avis de dépôt traités par le processus. Par l'intermédiaire de cette vue, il est possible de filtrer par date de dépôt, date de traitement, numéro de virement, montant et par ministère. L'utilisateur aura également accès à un indicateur qui permettra d'indiquer l'état de traitement de l'avis de dépôt afin de notifier l'utilisateur sur le statut de traitement du document et de pouvoir réagir si un document est problématique ou n'a pas été traité comme prévu. Pour visualiser les montants individuels identifiés sur le document, l'onglet « Détails de l'avis de dépôt » liste l'ensemble des lignes qui constituent le dépôt. Cette vue permet aussi d'aller consulter le document PDF original en cliquant sur l'hyperlien. Comme vous pouvez voir, l'hyperlien m'amène directement au PDF original qui a été reçu par courriel, vous permettant d'avoir accès facilement aux détails de chacun des avis de dépôt, et ce, classifié par ligne individuelle, comme vous pouvez le constater. Bienvenue à cette... Donc, comme vous le voyez, on est venu créer un système indépendant pour venir aller chercher l'information, la structurer et pouvoir, en fin de compte, après ça, la structurer dans notre système de trésorerie.
L'autre aspect qu'on a vu où il y avait beaucoup de bénéfices, c'est au niveau de la gestion de l'encaisse puis de la connectivité bancaire. Donc, comment ça marche? C'est qu'en fin de compte, comme je vous l'ai déjà mentionné, on va aller chercher les états de compte tous les matins de vos banques directement. Vous êtes principalement au niveau canadien, donc la majorité d'entre vous vont recevoir des états de compte de BAI2 ou à la rigueur CAMT 053, mais tout ça pour dire que le système de trésorerie, lui, va amener ces états de compte-là et ligne par ligne, on va aller chercher le transaction code. Donc, la banque nous identifie pour chacune des transactions un code de transaction que nous, on va venir regrouper ou on va venir mettre en lumière avec les cash flow codes que vous voyez, en fin de compte, c'est un peu illustré ici. Puis, on va avoir des budget codes qui vont venir regrouper différents cash flow codes. L'objectif ici, c'est deux aspects. C'est de structurer cette information-là, d'avoir toute l'information qu'on a de l'état de compte, puis de l'avoir dans notre système de façon structurée. Et de pouvoir aussi de standardiser l'information pour pouvoir l'envoyer au système comptable si besoin il y a par la suite. Le deuxième point, c'est que maintenant que l'information est structurée dans le système, là, on peut venir automatiser les entrées comptables. Donc, on va avoir des identifications de certaines transactions. Prenez par exemple les mises à zéro. Si vous avez plusieurs comptes, puis la banque vient mettre à zéro tous vos soldes, puis il y a un compte concentrateur, ou que, en fin de compte, vous devez financer certains comptes qui sont déficitaires, ou etc. Ce que nous, on va être capable de faire, c'est que dans le système, on va pouvoir venir identifier ce type de transaction-là et générer des entrées comptables spécifiques à celle-ci. Plus aucune intervention manuelle. C'est vrai pour les frais bancaires. Souvent, on ne va pas les avoir dans nos systèmes comptables. On va devoir venir les pitonner manuellement quand ils arrivent sur notre état de compte. Ici, parce que on vient importer notre état de compte, on vient structurer l'information, on vient l'identifier et là, on peut générer, en fin de compte, une entrée comptable pour les frais bancaires automatiquement. On peut le faire aussi pour la réconciliation des chèques. Encore là, j'ai mes chèques émis que j'ai pris de mon système comptable. Je suis venu les importer dans mon système de trésorerie. J'ai le numéro de chèque, j'ai le montant. Je peux avoir plusieurs différentes informations. Et quand je reçois l'état de compte, je suis capable de venir faire un match automatique, un match sur le chèque. Et donc, pouvoir permettre au secteur finance de pouvoir voir exactement, rapidement, tous les matins, quelle est la liste de chèques encore en circulation. Et donc, de pouvoir prévoir qu'est-ce qui pourrait potentiellement sortir de mon compte pendant la journée. J'ai la réconciliation des paiements de subventions, on vient de le mentionner plusieurs fois. Là. J'ai un état de compte, j'ai un avis de dépôt du gouvernement, je viens le matcher parce que j'ai l'information à même le système. C'est vrai pour les instruments financiers, mais mes emprunts vont être dans mon système de trésorerie et quand je dois faire un paiement, je vais pouvoir l'initier à partir de mon système de trésorerie pour l'envoyer à la banque ou quand je dois faire, quand au niveau de mes dettes et de mes emprunts, je peux venir générer l'ensemble de mes entrées comptables qui sont à même mon TMS. Donc, en fin de compte, tout ce qui est émission, maturité, paiement d'intérêt, puis même mes courus, je vais pouvoir venir les générer dans mon TMS et les envoyer dans mon système comptable. C'est vrai aussi pour les investissements à court terme, etc. Dernier point qui est quand même important, c'est que la création d'entrées comptables d'un TMS, on est toujours capable de revoir ces entrées comptables-là avant de les envoyer à notre système comptable. Donc, on va venir les valider. Puis après ça, ils vont être transférés par SFTP ou par API de façon, une intégration beaucoup plus facile. C'est que je vais
on va lancer une deuxième vidéo qui est en fin de compte un peu une illustration en fin de compte des différentes entrées comptables qui peuvent être générées par le système. Bienvenue dans cette démonstration visant à démontrer les fonctionnalités des modules de comptabilité dans la plateforme STEP. Le système peut permettre des gains en productivité substantielle en automatisant la génération d'écriture comptable qui est présentement réalisée manuellement par des employés. Le premier type d'écriture qui est possible de générer est l'écriture de transactions bancaires. Le système est en mesure de traiter chaque transaction bancaire dont le traitement comptable peut être déduit grâce aux caractéristiques du flux. Voici un exemple des caractéristiques qui peuvent être utilisées pour établir des règles comptables. Donc, pour créer des règles comptables, nous pouvons viser certains paramètres du flux. Donc, le premier paramètre qui est évident est le compte bancaire qui est visé. Le deuxième est le code de flux qui vient décrire la nature transactionnelle de la transaction bancaire. Et nous pouvons également nous baser sur des éléments dans la description. Ce que je vous présente à l'instant, c'est un flux bancaire qui provient d'un relevé BAI communiqué par la banque. Il s'agit dans ce cas-ci d'un transfert intercompte qui est automatisé par la banque en fin de journée. Pour générer mes écritures, je vais indiquer au système qu'à chaque fois qu'une transaction avec le code -575 a lieu dans le compte bancaire énuméré ici, je viens dire au système de créer une écriture de débit et de crédit qui vient viser les postes comptables souhaités. Pour les transactions récurrentes comme celle-ci, les économies de temps peuvent être assez considérables, puisqu'à chaque fin de journée, l'ensemble des comptes viennent se déverser dans un seul et même compte. Donc, il s'agit d'éléments très récurrents, mais qui peuvent être un énorme fardeau au niveau des employés qui font les écritures. Un autre exemple où cette méthodologie peut être utilisée, c'est au niveau de la réconciliation de chèques. Une étape préalable à ce processus est l'intégration de la liste des chèques en circulation dans le système. Vous pouvez observer au côté gauche de mon écran un exemple de liste de chèques. Lors de l'intégration du relevé BAI le matin, les transactions de chèques encaissés viendront se réconcilier avec leurs prévisions en utilisant le numéro de chèque comme critère de réconciliation. Vous pouvez observer la colonne référence où le numéro de chèque apparaît pour chacune des lignes. Ma règle comptable dans ce cas-ci sera la suivante. Pour toute transaction de chèque encaissé qui a été réconciliée avec une prévision, dans ce compte de banque spécifiquement, je demande au système de générer des écritures visant les postes comptables suivants. Cette méthodologie permet de maximiser l'automatisation et de réduire considérablement la complexité derrière l'encaissement des chèques, étant donné que l'ensemble du processus se fera automatiquement. Évidemment, la même logique s'applique à n'importe quel autre scénario de transaction que vous voudriez automatiser. Le deuxième type d'écriture qu'il est possible de générer provient du module de transaction financière. Mon exemple sera basé sur les écritures à générer pour un portefeuille obligataire pour l'intégralité d'une période comptable. Je commence par vous montrer le modèle comptable qui permet d'identifier quel poste comptable sera avisé pour quel type d'événement financier. Parmi les événements financiers, on peut retrouver l'émission, la commission liée à l'émission, la prime ou l'escompte, les intérêts courus à l'émission et lors des périodes, les paiements d'intérêts ainsi que les échéances. Le système viendra détecter quel événement financier a eu lieu et, basé sur ce modèle, viendra générer les écritures appropriées. Je vais maintenant vous faire la démonstration d'une fermeture de période afin de vous montrer la facilité par laquelle il est possible d'obtenir l'ensemble des écritures nécessaires afin de clôturer une période comptable. Je commence par vous montrer mon portefeuille. Le portefeuille que vous voyez à l'écran est constitué de 172 titres d'obligations qui constituent quand même une quantité significative d'écritures à générer afin de clôturer une période comptable. L'ensemble des informations sont détenues à l'intérieur du titre. C'est là où nous allons retrouver notre calendrier de versement. Comme vous pouvez voir, à l'aide du calendrier de versement, vous avez accès à l'ensemble des maturités et paiements d'intérêts qui auront lieu durant le cycle de vie du titre financier.
Je débute mon processus en lançant le processus de génération des intérêts courus et amortissement. Ce processus peut être automatisé pour réduire encore une fois l'intervention manuelle. Une fois que le système possède l'ensemble des informations, je peux déclencher la génération des écritures. Comme vous avez pu constater, le processus a duré quelques secondes. Je peux maintenant aller consulter les écritures qui ont été générées. On peut voir qu'un total de 698 écritures ont été générées. Cette vue m'offre la possibilité de valider chacune des écritures. J'ai aussi la possibilité d'exporter facilement l'information vers Excel dans le cas où je devrais faire une validation plus approfondie. Comme vous pouvez voir, j'obtiens exactement la même vue, mais sous format Excel. Lorsque je suis prêt à valider, je n'ai qu'à sélectionner mes lignes et tout simplement cliquer sur Approuver. Une fois approuvé, je suis maintenant prêt à passer à ma dernière étape qui consiste à exporter mes données vers mon système comptable. Je clique sur mon raccourci pour initier le processus. Il est important de noter qu'il est possible d'établir un lien direct avec le système comptable, soit par lien SFTP ou bien par API. Dans mon cas, pour les besoins de la démonstration, je vais extraire les données dans un format texte pour vous montrer à quoi peut ressembler un fichier d'export. Il est à noter que le système possède énormément de flexibilité en termes de format et peut sans problème respecter la structure standard imposée par le système comptable. Voici à quoi peut ressembler le fichier final qui est reçu par le système comptable. Bienvenue dans C'est que vous voyez, par exemple, on voyait, il y avait beaucoup de zones ombragées dans la dernière slide. C'était parce que, en fin de compte, le code GL de cette institution ou de cette municipalité-là, son code GL avait 50 différentes 50 chiffres dedans. Donc, c'est pour ça que la majorité était ombragée. Deux petits points sur la dernière démonstration qu'on vient faire. Bon, ben, évidemment, c'est la possibilité de générer des entrées comptables qui sont spécifiques à vous, mais qui rentrent dans le moule habituel. Ceci étant, l'important, c'est que toutes les entrées comptables ou même tous les rapports qui sont disponibles dans ce système-là peuvent être downloadés en PDF, peuvent être downloadés en Excel, peuvent être... donc, on peut exporter l'information du système vers d'autres moyens. Autre processus clé, la gestion du portefeuille d'emprunt. Puis c'est là où la situation actuelle pour nous, les bénéfices sont très parlants. C'est que, bon, ben, évidemment, on a l'ensemble de nos emprunts, que ce soit les emprunts avec le gouvernement, mais aussi, en fin de compte, par centre de responsabilité. On a un registre complet des règlements d'emprunt. Tout ça est enregistré dans le système. Quand on parle, le deuxième point, la génération instantanée et automatisée de rapports personnalisables, on est capable de, effectivement, donc de demander au système de générer des rapports, de pouvoir en générer. Il y a trois types de rapports, en fin de compte, dans le système. Il y a vraiment il y a une librairie de rapports d'à peu près 1000 différents rapports qui existent, qui sont là, disponibles. C'est des choses qui ont déjà été développées pour d'autres clients, etc. Puis là, je parle de d'autres clients, les 2500 clients à travers le monde de Keriba. Ça, c'est
les rapports standards. Après ça, il y a les rapports qui sont des rapports qui sont dans l'application et qui sont dynamiques. Donc, ça va être des position worksheets où là, on va pouvoir demander à la base de données de nous donner différentes informations sur tel compte, telle entité, tel portefeuille d'emprunt, etc. Et par la suite, il y a le troisième fait de rapport, le troisième type de rapport, qui est vraiment, en fin de compte, un add-on dans Excel. Donc, on est capable de downloader les premiers rapports que je mentionnais, qui sont statiques. On peut les appeler dans Excel et on peut venir les modifier par la suite autant qu'on veut. Donc, ça, c'est vraiment trois types de rapports qui existent dans la plateforme qui sont très, très utiles. L'avantage d'avoir l'ensemble de nos emprunts, de nos subventions dans le système, ça nous permet également donc de faire des prévisions à long terme et à court terme, que ce soit au niveau des paiements de la dette, puis donc la génération des écritures comptables, comme on vient de le voir dans la démonstration précédente. Le processus d'approbation aussi devient centralisé, qui est systémique. Donc, une fois qu'un emprunt est mis dans le système, il va être approuvé et là, il est immuable ou quand on va devoir le changer, on va devoir avoir une double autorisation. Donc, il y a tout un environnement de contrôle qui vient autour de la qualité de la donnée qu'on est là. La réconciliation automatique entre les prévisions et le réel bancaire. Quand on a le réel bancaire, ben, on est capable de demander au système de réconcilier ces chiffres-là. S'il y a trop de différences, ben, à ce moment-là, on laisse tomber et on doit faire une réconciliation manuelle, ce qui va nous être démontré par la suite dans la prochaine vidéo. Puis l'automatisation de l'export des entrées comptables via le système API. Dernier point sur la gestion du portefeuille d'emprunt, c'est que là, on vient aussi avec le plan d'immobilisation. On va ajouter, en fin de compte, le niveau d'emprunt qu'on a selon notre PTI ou notre PQI dans le système. Donc, on va pouvoir gérer vraiment les deux portefeuilles, de voir les émissions futures de dette également, ainsi que d'avoir différents scénarios de budget et les niveaux d'endettement qui en découlent. Et donc, de pouvoir voir un peu plus notre niveau de jeu, en fin de compte, dans le temps, à long terme. On parlait justement de prévision de trésorerie. Je ne passais pas énormément de temps, mais disons que je pense que le point important ici, c'est qu'il y a vraiment 5 façons de générer des prévisions dans le système, d'avoir donc ces prévisions-là qui vont pouvoir être validées avec le réel. On peut évidemment importer certaines informations de notre système comptable. On est intégré du système. Donc, quand on a, par exemple, nos subventions, nos emprunts à même le système, ça va générer les entrées, les cash flows qui vont avec, que ce soit principal, intérêt, etc. On peut se baser aussi sur les données historiques parce qu'on est en train d'intégrer l'information des états de compte. On est capable d'avoir du réel. Et du réel, on peut venir, en fin de compte, projeter le futur basé sur des données historiques. Donc ça peut être également une façon de créer des forecasts ou des prévisions dans le système. Puis on peut venir générer des flux monétaires répétitifs aussi dans le système pour encore là avoir toujours une question de quel a été mon réel, quelle était ma prévision, puis de pouvoir venir valider en fin de compte les différences. Puis ça, c'est vrai quand on parle d'analyse de variance, puis on va voir ça un peu plus tard dans la présentation, de pouvoir comparer budget à budget, de pouvoir expliquer pourquoi il y a une différence d'un budget à l'autre, puis de pouvoir comparer, en fin de compte, notre réel à notre budget, et là aussi, donner des explications claires sur qu'est-ce qui est venu changer.
Je vous présente une démo rapide sur la subvention puis les avis de dépôt, comment tout ça vient se réconcilier. On a vu au début qu'on avait un petit robot qui allait chercher l'information. Là, on va voir l'autre partie de comment on vient générer une subvention dans le système. Bienvenue dans cette capsule portant sur la réconciliation des subventions. L'essentiel du processus repose sur l'intégration des prévisions d'encaissement directement dans le système STEP. Le système est en mesure d'intégrer des prévisions de subventions de plusieurs manières. La première méthode consiste à intégrer les subventions sous forme de titres d'investissement par l'intermédiaire du module d'opération financière. Cette méthode permet d'incorporer le calendrier de versement et de projeter les encaissements dans la position d'encaisse. Elle permettra également de réconcilier automatiquement la prévision avec le réel bancaire et d'émettre une écriture comptable. Nous verrons le fonctionnement de la réconciliation un peu plus tard. Pour l'instant, voici un exemple de calendrier de versement. Vous remarquerez qu'il existe une composante d'intérêt ainsi qu'une composante de capital. Voici une démonstration de saisie manuelle d'un titre de subvention dans le système. À ma gauche, je vous présente le calendrier de versement fourni par le ministère. Ce calendrier nous donne plusieurs informations, notamment les dates de versement, les montants divisés par capital et intérêt, le montant notionnel et le taux d'intérêt qui est applicable. Je vais commencer par vous démontrer à quel point il est facile de répliquer la cédule de versement dans la plateforme STEP. Je commence par créer un nouveau titre dans le module d'investissement. Je vais venir identifier mon entité qui possède la subvention. Je vais par la suite identifier de quel ministère il s'agit. Dans ce cas-ci, je vais en prendre un au hasard. Donc, je vais prendre le ministère de l'Éducation. Prochaine étape, c'est de venir identifier le montant notionnel de la transaction. Dans ce cas-ci, il s'agit d'1 079 591 et 6 sous. Parfait. Je vais maintenant venir identifier la date de début, qui est le 31 décembre 2020. Je vais maintenant venir identifier ma date de fin, qui est le 31 décembre 2040. Parfait. Je vais maintenant me déplacer dans l'onglet Capital. Comme vous pouvez voir, on voit que selon la cédule, il y a un remboursement de capital qui est annuel. Donc, je vais venir définir ma fréquence de remboursement. Je vais venir définir ma fréquence à 12 mois et venir identifier qu'effectivement, il s'agit de montant qui est constant, qui est un remboursement de 53 979,55 $. Donc, je vais venir choisir principal constant. Maintenant, dans la colonne intérêt, je vais venir identifier le montant d'intérêt qui est applicable. Dans ce cas-ci, il s'agit de 1,924. Parfait. Donc, contrairement au remboursement principal, on voit que le paiement d'intérêt est biannuel. Je vais venir choisir 6 mois dans ma fréquence. Je vais également venir choisir un calendrier dans le cas où un de mes remboursements a lieu lors d'un jour férié. Le système va automatiquement repousser le paiement selon la règle qui est indiquée. Parfait. Je vais maintenant venir identifier par quel compte de banque, dans quel compte de banque plutôt aura lieu l'encaissement. Je suis maintenant prêt à venir générer mon calendrier. Comme vous pouvez voir, on obtient effectivement le montant de 53 979,55 $ pour le remboursement de capital. Et si on regarde notre premier montant au niveau des intérêts, on a bel et bien 10 385,67 $. Et on a effectivement l'ensemble de la cédule jusqu'à notre date de maturité qui concorde effectivement avec les montants à ma gauche.
Je vais maintenant faire la démonstration du processus de réconciliation. J'affiche présentement à l'écran l'outil de réconciliation manuelle. Ce dernier peut être utilisé dans le cas de réconciliation complexe. Mais dans le cadre de cette démonstration, je vais utiliser cet outil afin de vous montrer toutes les étapes du processus, mais sachez que ces étapes peuvent être automatisées par le système. Comme vous pouvez voir dans la partie du haut, j'ai une transaction bancaire en provenance de mon relevé BAI. Si j'affiche les détails de la transaction, vous pouvez voir qu'il y a très peu de détails qui viennent avec la transaction, à l'exception finalement du montant et de la date. C'est la raison pour laquelle les calendriers que nous avons rentrés tout à l'heure vont être très utiles. Je vais d'abord charger les prévisions disponibles dans le système pour ma journée d'encaissement. Je vais sélectionner ma date d'encaissement. Comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs combinaisons possibles de prévisions dans le système qui pourraient correspondre à mon montant agrégé. C'est pourquoi je vais faire appel à mon outil d'avis de dépôt pour m'aider à réconcilier. Afin de trouver rapidement mon montant, je vais tout simplement cliquer sur le montant de l'avis pour trouver rapidement mon 98 000 qui correspond à ma transaction du 5. Pour consulter l'avis de dépôt et connaître le détail des transactions, je vais cliquer sur l'hyperlien. Grâce à l'hyperlien, je peux aller directement consulter l'avis de dépôt qui explique finalement de quoi est constitué mon réel bancaire. Une fois mes transactions bien identifiées, je peux revenir dans le système et tout simplement cocher les différentes transactions qui viennent expliquer mon réel. J'ai une balance de variation ici qui viendrait m'indiquer si jamais les montants que j'ai sélectionnés ne correspondent pas ou ne viennent pas balancer avec le montant qui est indiqué en haut. Comme vous pouvez voir, le montant est à 0 et j'obtiens bel et bien un montant total de 98 328,15. Une fois ces éléments validés, je peux venir tout simplement rapprocher les éléments. Finalement, de manière automatique, le système a généré les écritures comptables basées sur les règles comptables en vigueur. La lourde tâche de réconciliation a pu être allégée énormément en réduisant au minimum les interventions manuelles. De plus, nous avons l'avantage de fournir la description au BAI ainsi que le numéro de référence de la subvention sous-jacente, ce qui permet de faire le lien entre la transaction bancaire ainsi que la subvention sous-jacente rapidement en identifiant la description de la ligne. Donc, comme on vient de vous le démontrer, tout le processus de réconciliation qu'on voit qui a l'air quand même assez lourd, ça c'est ce qu'on fait normalement manuellement, mais tout ça peut venir être automatisé. Là, pour les fins de la démo, on est venu le décomposer puis on le fait manuellement, mais tout ça vient se faire automatiquement le plus possible. Rapidement, d'un point de vue des processus de paiement, ce qu'on voit comme grande optimisation, c'est tout le côté OCR, donc tout ce qui est scanning des factures, des différents projets, la gestion de tout ce qui est nos payables, et après ça, de venir centraliser l'ensemble des paiements à travers notre TMS, à travers notre solution de trésorerie. Ici, on vient vraiment standardiser les flux d'approbation qui peuvent être dépendants de, en fin de compte, le type de transaction, les montants, etc. Donc, on vient, à la place d'avoir différents types d'approbation dans les plateformes bancaires, on vient standardiser tout ça au niveau de notre TMS. Ça nous donne une visibilité globale, ça nous donne une piste d'audit globale également, qui a autorisé le paiement, etc., qui l'a relâché, quand est-ce que ça a été payé. Donc, toute cette information-là est confinée dans le TMS et au niveau contrôle, évidemment, on a beaucoup plus de capacité. Dernier point au niveau de la gestion de l'encaisse et des prévisions. Souvent, on va voir, en fin de compte, la position d'encaisse, donc la gestion, effectivement, très
aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans mes comptes bancaires. On va avoir la gestion de l'encaisse qui est plus le 5 à 10 prochains jours. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que je pourrais investir un peu plus à long terme? Est-ce que je peux en laisser un peu plus dans mon compte à revenus élevés, etc.? Les prévisions d'encaisse qui sont souvent sur les 12 prochains mois, qu'on va essayer de voir un peu les grandes tendances. Est-ce qu'on va finir selon le budget ou etc. Et après ça, il y a toute la gestion de la liquidité. Puis là, on tombe beaucoup plus dans la gestion du portefeuille d'emprunt et qui est là, en fin de compte, pour les prochaines années. Ça peut varier de 2 à 20 ans ou à 30 ans, dépendant du type de dette que vous avez. On peut venir, parce que toute l'information réside dans le système, on se retrouve à pouvoir générer ces prévisions-là. C'est ce qu'on appelle le liquidity planning. C'est le dernier module qu'on veut vous présenter parce que c'est là où on vient vraiment interrelier notre portefeuille d'emprunt et notre vue à très, très long terme. Je vous laisse une dernière démo. Le module de Liquidity Planning est conçu pour étendre l'horizon de forecast, pour exploiter les données disponibles et pour rendre le processus de reforecasting plus simple, plus rapide et plus précis. Donc, comme vous le savez, le module de cash nous offre une visibilité sur la trésorerie à court terme, ses données réelles et ses prévisions à court terme sont exploitées pour alimenter le Liquidity Planning. Donc, en plus des données existantes qui proviennent des autres modules, vous pouvez ajouter des forecasts à moyen et long terme pour construire vos liquidity plans et étendre votre horizon de prévision. Dans paramétrage du module de Liquidity Plan, on va avoir les participants, c'est-à-dire les compagnies ou les groupes de compagnies qui vont être autorisés à participer aux activités de Liquidity Planning. Ensuite, j'ai la structure. Chaque entreprise a sa propre structure de plan. Donc ici, par exemple, j'ai mon budget de caisse puis mon budget FP&A. Si je rentre, j'ai ma balance initiale, ma balance finale, puis mes totaux par encaissement, décaissement. Je suis capable d'avoir des sous-totaux pour, par exemple, mes encaissements opérationnels, mes encaissements financiers. Je suis également capable d'avoir des lignes qui sont calculées. C'est des formules qu'on va mettre en place et qui vont peut-être calculer des ratios pour répondre à n'importe quel besoin de calcul, puis qui va apparaître dans votre liquidity plan. Une fois la structure mise en place, donc on va venir la lier au code de budget qui existe dans les autres modules ici dans la section source des données. Ensuite, on a les sections profil de validation, c'est-à-dire les différents workflows qui existent dans le système, dans le module de Liquidity Planning qui est workflow d'approbation standard, puis à plusieurs niveaux qui peut aller à 3 niveaux. En plus de ça, on a les scénarios on pourrait avoir plusieurs scénarios, plusieurs différents scénarios. On pourrait les différencier par des couleurs, puis les appliquer sur différentes périodicités. Et enfin, on a le type de prévision. C'est là où on va mettre en place les types de prévisions qui vont nous permettre de gérer les différents plans de liquidité avec des objectifs différents, comme par exemple un budget annuel, un budget mensuel ou bien même un suivi de dette des prochaines années, donc dépendamment des besoins. Donc, ces mêmes types de prévisions s'affichent ici dans le plan de liquidité. On a le budget annuel, on a le budget mensuel. Donc, ici, avant de commencer à configurer notre liquidity plan, on a un petit aperçu de ce qui est en cours, ce qui est soumis, puis ce qui est revu, puis approuvé. Donc, avant de commencer, on pourra initier un nouveau liquidity plan à partir du bouton ici. On va mettre en place toute la configuration de notre liquidity plan, puis on le lance. Une fois lancé, il va venir se créer pour les participants qu'on avait auparavant paramétrés. Donc, par exemple, ici, si je clique « Modifier », je vais rentrer dans mon Liquidity Plan. Ici, je vais avoir toute l'information qui vient se populer des autres modules. Donc, en cliquant sur « Charger tout »,
toute l'information va venir se populer des autres modules. Puis j'ai la possibilité de changer la périodicité mensuelle, quotidienne ou bien hebdomadaire. Ensuite, j'ai aussi la possibilité de choisir le mode rapide, une vue rapide ou bien une vue détaillée. Comme par exemple, si je choisis une vue détaillée, je vais avoir une petite flèche où je pourrais comme venir voir le détail de mon montant ici. Ensuite, j'ai la possibilité de naviguer entre mes différents scénarios, comme par exemple le plan de base, puis mon plan optimiste, puis mon plan pessimiste. Tout ce qui est optimiste, pessimiste, normalement, il se configure juste en bas en appliquant des pourcentages ou bien des montants sur les différents codes de budget. Ensuite, on est capable d'avoir un tableau récapitulatif juste en haut qui ressemble à ça. Il donne le total pour mes différentes rubriques ou bien un tableau, un graphique pour mes scénarios pour voir la différence entre mon plan de base, mon scénario optimiste puis mon scénario pessimiste. Donc, afin de venir compléter mon liquidity plan qui est présentement constitué de l'information qui vient se pouler des autres modules de Kyriba, on est capable soit de copier des prévisions qui viennent d'un fichier Excel puis les coller directement dans notre liquidity plan ou bien de venir créer directement des flux de liquidité dans le module en cliquant sur créer. On a également la possibilité de importer un fichier Excel avec plusieurs prévisions puis venir l'importer directement dans Kyriba d'une manière automatique. Donc, une fois que mon liquidity plan est pris, puis mes données à court terme, à moyen terme et à long terme sont là, on est capable de venir le soumettre pour une revue et approbation. Donc, l'autre fonctionnalité qui existe sur le module de liquidity planning, c'est l'analyse de variance. Donc, l'analyse de variance se fait ici exactement en comparant mes réalisés qui viennent du module de cash avec mes prévisions qui viennent du module de liquidity planning. Donc, ici, par exemple, si je choisis mon mois de janvier, on va comparer les réalisés avec les prévisions. Le liquidity, le variance analysis worksheet ressemble à ça. J'ai ici ma colonne des réels, j'ai ici ma colonne des prévisions, j'ai un écart en montant, puis j'ai un écart en pourcentage, puis un indicateur des écarts. Le module permet également de monter des tableaux de bord BI au besoin. Donc, l'outil actuellement le plus populaire, c'est Excel, mais le Liquidity Planning, avec toutes ses fonctionnalités de prévision, va pouvoir aider votre entreprise à anticiper les risques, à prendre des mesures nécessaires et bien sûr à atteindre votre objectif budgétaire tout en rendant le travail facile, rapide et automatisé. Donc, j'espère qu'on a réussi à vous démontrer tous les éléments où on voit un bénéfice clair et net là, pour le secteur municipal d'investir dans une solution technologique comme celle-ci qui a été mise en place, que l'on va déployer de plus en plus, là, je pense, dans le futur. Si vous voulez que l'on vous contacte, malheureusement, il ne nous restera pas beaucoup de temps pour les questions, à moins que Louis-Étienne, tu me dises qu'il y a certaines questions qui sont brûlantes et qu'on devrait y répondre. Ce que l'on va faire, par contre, c'est s'assurer de vous répondre à vos questions individuellement. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez le faire facilement là, après la période de questions. Merci beaucoup, Jean-Michel. Très bien détaillé. Effectivement, on est pile poil à l'heure. Vous avez nos contacts et on va vous le faire parvenir là, à tous ceux qui se sont inscrits. Vous allez avoir aussi un lien au webinaire. Si vous avez des questions spécifiques, comme là pour la liste de nos clients, là, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas les dévoiler, mais on pourra avoir une présentation plus spécifique et oui, on va vous transmettre la présentation. Donc, Jean-Michel, encore une fois, un gros merci pour ton temps. C'est une explication très claire, très complète.
Puis j'espère que ça va répondre à certaines de vos questions du côté des municipalités. Sur ce, merci. Merci tout le monde de votre participation. Merci.